Bonsoir à tous. Bonsoir. Parfait. Ravi de vous retrouver en cette fin de soirée pour la dernière table ronde, mais non des moindres, avec trois invités qui sont autour de moi, pour aborder un sujet qui est un peu, Olivia Grégoire l'a évoqué, la question du regard, la question de l'image. Parce que cet après-midi, on a parlé logement, employabilité, on a parlé dépendance, on a parlé finance, mais maintenant on va faire un arrêt sur image. Parce que finalement, tout commence par une question d'image quand on parle d'âge. Et pour en discuter ensemble, j'ai autour de moi Laetitia Vito, qui est dirigeante de la société Cadre Noir, experte, auteure, conférencière spécialisée de l'évolution du travail et de l'avenir du travail. Blandine Thibault-Biacab, qui est directrice des ressources humaines de la recherche-innovation chez L'Oréal. Cela représente environ 5000 chercheurs. Et vous avez été avant, pendant 3 ans, vous avez fait toute une carrière chez L'Oréal, mais votre précédent poste, vous étiez DRH de L'Oréal France, 14 000 salariés. Et puis Mathieu Jacquier, vous êtes PDG de Mythique, le premier site de rencontres Internet en ligne en France, qui fête ses 20 ans cette année. Et vous avez lancé en 2017, Disons Demain, un site spécifiquement dédié aux seniors. Et l'idée de cette table ronde, c'est de se poser la question des stéréotypes. Il y en a beaucoup. On en a évoqué certains dans l'après-midi, certains avec le baromètre Landois. Ce n'est pas parce que les seniors sont en retraite qu'ils se mettent en retrait de la société. Ce n'est pas parce qu'ils sont en moins bonne santé que les seniors ne se sentent pas en pleine vitalité. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nés avec Internet qu'ils ne sont pas à l'aise avec le digital, on le verra. Et ce ne sont pas parce qu'ils ont grandi dans la société de consommation qu'ils ne sont pas sensibles à l'écologie. Ça fait partie, les quelques stéréotypes que je viens d'évoquer, de ceux qu'on entend le plus couramment. Au sujet des seniors. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut changer le regard. Et Olivia Grégoire nous a donné une piste sur la question de la seniorité positive. Alors pourquoi serait-il urgent, Laetitia Vito, de passer à une vision positive de la seniorité, ou à une seniorité positive? Bonsoir, est-ce que ça marche? Oui. Alors en fait, je dirais que la seniorité positive participe encore d'une vision relativement linéaire de la vie, dont je suis persuadée qu'elle est fortement remise en question par un changement de paradigme très, très profond. Aujourd'hui, en France, il y a environ 40% des Français qui disent avoir fait l'expérience d'agisme. Et l'agisme, c'est cette discrimination, cette stigmatisation qui est liée à l'âge, ne touche pas que les seniors, elle touche aussi les jeunes, et même peut-être plus fortement encore les jeunes. Quand on voit le chômage des jeunes, on se rend bien compte que là, il y a un vrai sujet. Ils ne sont pas assez expérimentés, pas assez ceci, pas assez cela, mais aussi les plus âgés qui, eux, sont trop vieux, pas assez de plasticité neurale, trop cher, trop ceci. C'est un petit peu comme la publicité, la vieille publicité vache qui rit, hein. Trop ceci, trop cela, etc. Voilà. Alors, s'il y a tant de gens qui se sentent ne pas rentrer dans les cases, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un changement très profond. Et en fait, on a hérité du XXe siècle une vision très, très linéaire des carrières et de la vie en général, la vie en 3 phases, où d'abord, on se forme, on va à l'école, on est petit, on grandit. Ensuite, on travaille entre 30 et 40 ans. Voilà, la carrière elle-même est très linéaire. Plus on monte en âge, mieux on est payé. Plus on monte en âge, plus on a des gens à manager quand on est col blanc, etc. Et avec à chaque fois des attentes très précises par rapport à l'âge, hein, une vision très déterministe des choses. Vous êtes sur une voie toute tracée, ça correspond à un moment, à une phase et à une attente très spécifique. Et puis la 3e phase, vous l'avez bien mérité. Si vous avez de la chance, parce qu'au moment où ça a été conçu, en général, beaucoup de gens mouraient avant d'y arriver, vous avez bien mérité le moment de enfin, vous la coulez douce, la retraite, vous êtes épuisé parce que vous avez beaucoup travaillé sur un rythme particulier. Et cette vision en 3 phases, elle ne colle plus, mais toutes les institutions dont on a hérité fonctionnent selon ces 3 phases. Vous avez les institutions scolaires et de formation qui s'adressent globalement essentiellement aux jeunes et à la première phase de la vie. Vous avez ensuite les syndicats, les organisations qui regardent l'âge d'une certaine manière, et puis à la fin, voilà, la retraite, d'autres institutions qui s'occupent de personnes âgées. Voilà. Et tout est comme ça, très, très... les gens sont mis dans des cases. Et la réalité, c'est que
On vit en fait, plusieurs transitions très profondes. Évidemment, le changement de paradigme d'une économie industrielle à une économie numérique qui, en même temps que notre espérance de vie humaine augmente, l'espérance de vie des entreprises, elle, diminue, des modèles d'affaires diminuent. Vous avez de plus en plus, vous avez bien entendu des nouvelles entreprises, des nouveaux métiers, des nouveaux besoins, une redistribution géographique des emplois. Et puis, parallèlement à ça, des changements démographiques très profonds qui font que vous avez beaucoup de gens qui vont s'arrêter ou devoir s'arrêter ou passer à temps partiel dans leur carrière pour s'occuper d'un parent âgé. Là, on parle du 4e âge, pas du 3e âge, qui va arriver à cet âge de la dépendance. Et c'est des classes d'âge très, très massives. Et donc, vous avez en fait, petit à petit, cette vision linéaire qui est cassée par des vies qui ne sont pas en 3 phases, mais qui sont en phases très multiples. Vous allez avoir une première carrière, une deuxième carrière avec un autre statut, par exemple, devenir indépendant pendant un moment, ou bien passer à temps partiel, puis se reformer et faire autre chose. Et du coup, ce gros quota de « je ne fais rien » qui est celui de la retraite, on va peut-être devoir le redistribuer à d'autres moments de la vie, parce que le sujet, on a beaucoup parlé de formation juste avant, ça n'est pas que la formation. D'ailleurs, on peut se former beaucoup plus vite quand on a 45 ans que quand on en a 20, parce qu'on n'est pas obligé de réapprendre à lire. Et au contraire, c'est le fait d'avoir des revenus pendant le temps que dure la préparation d'une transition professionnelle. Et du coup, ça veut dire repenser complètement les institutions. Et les stéréotypes sont le fruit de ces institutions et de cette vision linéaire. C'est qu'on a des personnes qui ont fait plusieurs carrières dans leur vie, qui ont gardé cette plasticité du cerveau très importante, qui d'ailleurs ne sont pas forcément plus chères non plus, parfois hélas, puisque si on est sur une 3e carrière, en fait, on peut être débutant sur une 3e carrière, donc cette vision de la carrière. On n'a pas forcément envie de manager non plus plus de gens quand on monte en âge. On peut avoir envie d'une mobilité plus horizontale, plus en damier dans l'entreprise, envie de faire un autre métier. On peut aussi être sur un métier qui disparaît, quand on a un poste derrière un guichet et que votre emploi en fait disparaît parce que la tâche est externalisée au consommateur final qui fait le travail de saisie sur son smartphone. Ça, on parle de centaines de milliers d'emplois à l'échelle d'un pays comme la France, tous les emplois dits de guichet qui progressivement disparaissent. Alors, ils disparaissent en général à un rythme qui fait qu'on arrive à le suivre, mais là, ça va aller beaucoup trop vite. Donc, les stéréotypes, il va bien falloir les casser aussi. Et ce qui va aider à les casser, vous l'avez dit, Laetitia Vito, c'est aussi l'évolution des modèles économiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur le plateau 2 modèles économiques très différents, incarnés par Mathieu Jacquier et Blandine Thibault-Biaca, puisqu'on a une entreprise centenaire d'un côté, et de l'autre, on a une entreprise toute jeune, digitale, je le disais, 20 ans. Est-ce que c'est une entreprise qui a su inclure les seniors? Est-ce qu'il y a des seniors chez Mythic? Est-ce que vous en recrutez? Est-ce que vous avez utilisé des seniors pour imaginer, disons demain, le site de rencontre qui leur est dédié? Alors oui, merci. Donc Mythic, c'est une entreprise de 300 personnes. Donc il y a la moitié de nos métiers, c'est les métiers de la tech, le digital, data science, développeur, tous ces mots qu'on entend aujourd'hui. Il y a 15% de seniors chez nous. Pourquoi il n'y en a pas plus? En fait, notre problème là-dessus, c'est qu'on a très peu de candidats seniors, en fait. Quand j'ouvre un poste de développeur Android ou de data scientist, j'ai pas une candidature de senior là-dessus. Donc j'ai du mal quand même à recruter plus de seniors que finalement mon audience naturelle, on va dire. Mais 15%, c'est déjà pas mal quand même, vu la récence de nos métiers. On n'en fait pas un critère absolu, évidemment, mais ils apportent quelque chose, évidemment, ils apportent quelque chose de différent. Ils apportent de la maturité à l'entreprise, une expérience, ils ont autre chose à nous proposer. Je vais bientôt en faire partie, si on considère que c'est 45 ans senior. Donc je peux témoigner que oui, c'est extrêmement utile pour l'équilibre. Votre question par contre sur Disons Demain. Disons Demain, donc c'est le service dédié aux jeunes de plus de 50 ans. Comment on l'a conçu? On l'a pas conçu qu'avec des seniors. Et il ne faut pas s'enfermer là-dedans. De la même façon que chez Mythic, je ne recrute pas les gens sur le critère « est-ce que vous êtes célibataire ?» parce que j'aurais du mal. Je ne recrute pas non plus des concepteurs d'un service tel ou tel sur le critère « est-ce que vous êtes exactement cette cible-là ?» Ma façon de faire, notre façon de faire, c'est d'écouter nos clients.
C'est de construire des études, de s'immerger, de faire des études quali, quanti, pour être capable de concevoir quelque chose qui s'approche au plus près des besoins. Et puis ensuite, on s'adapte, on évolue, on écoute. Et le fait d'être ici ce soir au Club Landois, c'est une forme d'écoute aussi. Et vous le disiez, quand on a préparé cette table ronde, les seniors, ça évite aussi que l'entreprise tourne à la cour de récréation, surtout quand on est une jeune entreprise. C'est un risque que vous n'avez pas forcément chez L'Oréal, puisque vous avez une moyenne de 44% de seniors, hein, parmi les salariés en France. Néanmoins, si on regarde par métier, notamment la recherche et l'innovation que vous gérez en ressources humaines désormais, on n'est pas loin du 15% qu'évoquait Mathieu Jacquier pour les métiers du digital. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment, chez L'Oréal, vous incluez les seniors, sachant que c'est une entreprise qui a peu de turnover, donc les gens font carrière chez vous, mais on ne les retrouve pas forcément dans tous les métiers. Alors, merci pour cette question. C'est vrai que L'Oréal a 110 ans d'âge et c'est une vieille lady, mais qui a la capacité de se maintenir jeune. Alors, nous avons en France 16 000 collaborateurs. L'âge moyen est effectivement de 42 ans et nous avons 44% de seniors. Alors, les seniors, aujourd'hui, sont répartis dans l'ensemble des métiers. C'est vrai que les métiers du marketing sont des petits métiers chez nous, hein. C'est des métiers assez jeunes parce que ce sont des métiers d'entrée, mais ils sont entourés de métiers des études, de métiers de la recherche, des métiers du digital, des métiers de l'innovation. Et là, vous avez une belle variété, une diversité de collaborateurs et d'âge. Alors, il se trouve que la recherche, aujourd'hui, il y a 15% de seniors parce qu'on a une pyramide des âges très importante sur ces dernières années et que nous avons renouvelé, évidemment, notre personnel. Mais pour répondre aussi un petit peu à cet enjeu, parce que c'est un enjeu pour nous, hein, bien sûr, L'Oréal a toujours placé la diversité au cœur de son modèle. C'est très important et sans critère d'âge, sans critère aussi de nationalité, sans critère ethnique, puisque le propre de notre activité, c'est de créer la beauté qui fait avancer le monde. Donc c'est d'avoir fondamentalement une approche très démocratique de la beauté pour que chacun, là où il est, quel qu'il soit, quel que soit son pouvoir d'achat, quelle que soit son ethnicité, quel que soit son âge, puisse avoir un produit pour lui dédié à son besoin. Et le modèle de L'Oréal, c'est d'être à l'écoute de ses collaborateurs et de ses consommateurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut éviter aussi les biais de représentation. Ce n'est pas parce que vous êtes senior que vous pouvez développer un produit pour les seniors, pas plus que vous êtes jeune, capable de développer un produit pour les plus jeunes. Donc il faut éviter ces biais de représentation. Et notre modèle, c'est d'être vraiment à l'écoute des consommateurs et de répondre à leurs besoins. Et pour maintenir et travailler avec les seniors, vous avez un principe qui est de continuer à apprendre, en fait. Ça a été évoqué dans la précédente table ronde, notamment tout ce qui est reverse mentoring, mais cette capacité à apprendre à n'importe quel âge et dans les deux sens, c'est-à-dire apprendre de l'expérience des seniors quand on est jeune et apprendre, par exemple, les toutes nouvelles technologies quand on est plus expérimenté. Alors ça, vous l'avez dit. L'un des modèles de L'Oréal, c'est l'apprentissage continu. Apprendre, c'est une compétence en tant que telle. C'est vous rendre adaptable, agile, résilient et en capacité de faire face à ces évolutions du monde qui sont absolument phénoménales. Vous savez qu'une compétence dans les années 70, elle avait 20 ans. Elle tenait 20 ans. Aujourd'hui, une compétence a une amplitude de 6 mois jusqu'à 5 ans, en moyenne de 3 ans. On dit qu'en 2025, la compétence aura une durée d'1 an. De sorte que vous voyez la capacité qu'on a de conduire et d'amener nos collaborateurs à se montrer curieux, à accéder à des transitions professionnelles, des mobilités professionnelles, à se développer, elle est absolument inhérente à leur employabilité. Et ça, on l'entretient, c'est vraiment dans notre ADN. Et je peux vous dire aujourd'hui que 85% des seniors ont bénéficié d'au moins une formation. Alors pourquoi les autres 25% n'y ont pas accédé? Simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé utile
de le faire. Donc on les encourage et à l'horizon 2025, on s'est fixé 100 heures de formation pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc 100 heures de formation, c'est 15 jours de formation. Mais sous des formats sans doute différents, pas académiques, pas nécessairement ce qu'on connaît classiquement avec des enseignements très top-down. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement va se faire par la transmission, sur le job, par ses collègues de travail, par des routines aussi d'apprentissage continu collectif, en faisant des standing companies. C'est-à-dire aujourd'hui, on envoie nos collaborateurs dans des compagnies, des startups, sur des partenariats académiques avec des partenaires publics ou privés, et ils reviennent. Et on accède beaucoup plus facilement à cette élasticité du travail. Et donc, ça rejoint ce que nous disait Laetitia Vito, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, finalement, cette capacité à avoir cette mobilité, cette agilité, et à se déplacer pas seulement de bas en haut, mais aussi latéralement, par exemple, en termes de compétences ou de métiers. Absolument. Par exemple, on a passé 10 ans au département des ressources humaines et on a envie de s'essayer à un poste de commercial. Jusqu'ici, on était freiné par cet adéquationnisme qui est particulièrement fort en France, qui fait que vous êtes crédible pour faire tel métier si vous avez non seulement le bon diplôme, mais en plus 4 à 5 ans d'expérience, pas plus, dans le métier qui correspond. Mais alors, quand vous avez des métiers qui changent, quand vous avez une classe d'âge qui n'est pas assez nombreuse et quand vous avez des gens qui ont des aspirations qui sont différentes de ce qu'ils ont déjà fait avant, ben, ça complique beaucoup les choses. Et du coup, vous avez un vivier qui est beaucoup trop étroit. Vous n'avez pas assez de monde à recruter. Et donc, je voulais réagir à ce que disait Mathieu sur le vivier, là, ce qui est assez intéressant. Vous dites, on n'a pas Dieu parce qu'ils ne viennent pas. Et c'est probablement vrai parce que dans le monde de la tech, le sentiment d'agisme est apparemment vécu comme une souffrance très forte par beaucoup de personnes qui, dès 40 ans, vu que la moyenne d'âge est très inférieure, se sentent voilà, pas à leur place en fait, hein, de même que les femmes se sentent pas à leur place dans une culture qui est très masculine, où vous avez cette fameuse la bro culture du monde de la tech, où vous allez sentir que vous êtes voire harcelés parfois, mais en tout cas pas à l'aise. Et du coup, l'enjeu, là, c'est d'aller les chercher, en fait, d'aller les former. Et on est dans une grande opportunité aujourd'hui, qui est cette... on parle de pénurie, on a bien vu qu'en fait, il n'y a pas de pénurie, puisqu'il y a des gens qui voudraient travailler là et qu'il faut aller les chercher. Mais en tout cas, comme on n'a pas de gens qui viennent nous voir quand on cherche à recruter, notamment sur certains métiers, eh bien, ça oblige à être plus innovant et à aller les chercher. Et les viviers nouveaux à aller chercher, c'est ces femmes de 40 à 50 ans qui ont été à temps partiel et qui se trouvent qualifiées de non employables alors qu'en fait elles ont toutes les bonnes compétences. Ce sont voilà, des gens qui veulent changer de métier, qui ont tout à fait les bonnes compétences mais qui n'ont pas la légitimité de l'ancien monde avec le bon diplôme ou des choses comme ça. Et donc ça nécessite, mais c'est une énorme opportunité, d'innover beaucoup dans le recrutement. Je pense que là les entreprises sont à une position où elles peuvent être pionnières, tester des nouvelles choses, former, aller chercher, être beaucoup plus malins. Et si les gens viennent pas, c'est parce qu'ils s'y sentent mal. Quand vous avez une image, vous voyez que des hommes de 30 ans ou de 25 ou que sais-je, forcément déjà en tant que femme, puis après en tant que femme par exemple de 50 ans, on se dit bah non, c'est pas pour moi. Donc c'est insidieux, vous en pensez, évidemment. Mathieu Jacquet ? Est-ce que vous n'allez pas assez chercher les seniors ? Alors d'abord, Laetitia, je vais me permettre, sur le sujet égalité homme-femme, c'est extrêmement important pour Mythique. Nous, on est à 99 sur 100 sur l'indice de parité homme-femme, c'est hyper important. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours, parce que là, pour le coup, vu notre métier, on ne peut pas se permettre de tomber dans ce que vous décrivez comme travers sur la culture de la tech. Moi, je ne la connais pas, celle-là. Celle-là, on ne l'a pas chez nous, et certainement, on ne la veut pas. Après, aller les chercher, oui. C'est vachement difficile, le recrutement, surtout pour une boîte de 300 personnes. On parlait tout à l'heure d'expertise. Moi, je cherche des expertises. Et là, les expertises dans l'univers de la tech, effectivement, c'est ce que disait Blandine, ça tourne très très vite. En 3 ans, vous étiez développeur sur une technologie, un framework. 3 ans après, si vous n'êtes pas formé, c'est fini. Mais je distingue expertise et compétence quand même. Parce que compétence, ça veut dire quand même qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a 25, 35, 45, les compétences sur le management. Et là, ça ne s'oublie pas. Si vous êtes manager et que vous avez l'habitude, vous parliez tout à l'heure, Valérie, de la cour de récré, effectivement que si vous avez cette habitude-là, c'est une vraie compétence. Le savoir-être, c'est une vraie compétence. Donc là, il y a forcément des choses que ça nous apporte. Nous, on en tient compte dans nos processus de recrutement, parce que ce qui est important pour nous, c'est la culture, c'est l'adéquation de ces gens avec la culture, une fois qu'ils ont les niveaux d'expertise requis. Donc oui, un senior, entre guillemets, qui viendrait chez nous, il aurait sans doute plus de chances d'être recruté s'il a le même niveau d'expertise qu'un petit jeune de 25,
bah oui, il aura d'autres compétences à faire valoir. Alors, vous avez d'une certaine façon un outil formidable pour changer l'image et essayer de casser un peu les stéréotypes, parce que vous êtes des entreprises qui commercialisez des produits grand public, si je puis dire, si on peut dire qu'on commercialise la rencontre. Vous faites de la publicité sur les grands médias, télévision, affichage, etc. Et donc, vous contribuez aussi à construire des images. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé, par exemple, quand vous avez lancé Disons Demain, j'ai lu que au moment du processus, vous avez dit on a dû déconstruire tous nos préjugés sur les seniors pour imaginer ce qu'on allait leur offrir comme service, et ensuite comment vous alliez leur vendre le service et comment vous alliez le faire apparaître à l'image. Parce que c'est pas forcément facile de mettre à l'image aujourd'hui dans la publicité des gens d'un certain âge, avec un certain embonpoint, des cheveux gris, des rides, etc. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a lancé Disons Demain? Il y a 25 millions de célibataires en France, il y en a 9 millions environ qui ont plus de 50 ans, donc c'est un vrai potentiel. Et c'est une cible ou des cibles qui ont des attentes peut-être différentes à 50-55 ans. On a peut-être des attentes différentes de ce qu'on a à 25-30 ans vis-à-vis de la rencontre amoureuse. Ça, c'est notre métier. Quand on a lancé Disons Demain, on a regardé ce qui se faisait. Et franchement, la plupart des représentations, elles étaient très caricaturales. Soit, c'est ce que disait la ministre, soit on était dans de la grande dépendance, soit on était alors dans du junior caricatural. Le junior, il n'a pas de rides, il n'a pas de cheveux blancs, il a le ventre tout plat. C'est un être étrange que moi je n'ai jamais rencontré en tout cas. Donc on a essayé de trouver une représentation juste. Bah oui, nos représentations, les célibataires qui sont dans nos pubs télé, ils ont des cheveux blancs, ils ont des rides, ils ont un petit peu d'embonpoint. Ça, c'est important. Sur le casting, c'est extrêmement important de représenter la cible. Et encore une fois, comment on le fait? C'est en allant chercher ce qu'il faut comme étude, en écoutant bien la cible et ses projections. Il y a le casting et après, il y a aussi le script. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Si on les fait danser sur place et sauter en l'air, c'est pas un script pertinent. Et là, on voit déjà des différences d'approche entre, bon, nous, on est présent dans 17 pays en Europe, entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Rien que là-dessus, sur le script, il y a des différences de représentation. Par exemple, les Allemands sont beaucoup moins démonstratifs que les Français. Donc, dans une pub allemande, on ne montre pas des seniors qui s'embrassent. Dans une pub française, au contraire, c'est très bien vu. Et en faisant ça, on contribue à battre des murs, c'est ce qu'on disait, à représenter, à dire, bah écoutez, Disons Demain, ça existe, et la rencontre amoureuse après 50 ans, ça existe, c'est possible, allez-y. Et notre rôle, le rôle de Mythique, ça a été depuis longtemps de relever, de supprimer les stigmates qu'il peut y avoir sur la rencontre en ligne, la rencontre amoureuse, etc. Et on continue ce chemin-là avec Disons Demain, et en étant, encore une fois, au plus près de notre cible, sachant que notre cible, c'est pas une question d'âge. Parce que j'ai entendu, on est senior à 40 ans, à 45, senior quand on est retraité. Notre cible, c'est quand même plus qu'un sujet d'âge, c'est un sujet d'état d'esprit. C'est un sujet de, on s'adresse à des gens qui sont ouverts à la rencontre, qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent plus, qui se fichent un peu des préjugés, qui ont envie de vivre et de partager des centres d'intérêt communs et qui ont envie de les vivre et de les partager à deux. Donc c'est ça notre projection. Mais est-ce que les gens qui incarnent Disons Demain à l'écran, par exemple, ils ont l'âge moyen des clients de Disons Demain? Ils ne sont pas un peu plus jeunes que les clients de Disons Demain? Non, ils ont entre 55 et 65 ans. Et c'est la moyenne d'âge de vos clients? C'est le gros de nos clients. C'est On a des clients un peu moins de 55, on a des clients de plus de 65, ça va, on n'a pas de limite haute, mais le gros de nos clients, effectivement, ils ont entre 55 et 65, et donc les gens qu'on représente dans nos pubs, dans nos affichages, les gens qui parlent à la radio, dans nos pubs, ils ont entre 55 et 65. Chez L'Oréal, évidemment, dans cette question de la beauté, d'une beauté qui est quand même encore très, très codifiée, on se souvient tous, je pense, des premières publicités, et c'était un de vos concurrents, c'était Dove, hein, qui avait mis en 2004 à l'affiche des femmes en sous-vêtements avec des formes, enfin voilà, des femmes normales, si je puis dire, et puis quelques années après, des femmes très âgées, notamment une femme de plus de 90 ans. Comment est-ce que vous avez évolué dans la représentation de vos marques pour vous rapprocher de ce qui finalement va constituer l'essentiel de votre marché dans les prochaines années?
Non, j'ai une bonne question, mais comme je vous l'ai dit, notre modèle, c'est d'être à l'écoute de nos consommateurs, hein. Et pendant longtemps, ce qu'ils souhaitaient, c'est un standard de beauté qui n'était peut-être pas aussi représentatif de la normalité que vous mentionnez. Ce qui est sûr, c'est que ce sujet, on l'a adressé sur certaines de nos franchises. Alors, on peut mieux faire, hein. Je vais vous dire, je pense que la réalité, c'est que la représentativité des seniors dans la publicité, en particulier celle des femmes, elle est assez faible et elle n'est pas du tout représentative. Donc, il y a vraiment des marges de progression à faire. On est à peu près à 15% Oui. dans la publicité contre 40% C'est dans la ça. réalité. Absolument, en c'est gros. tout à fait ça. Mais la réalité, c'est que, vous voyez, il y a eu quand même des tentatives. L'Oral Paris, qui est la marque éponyme du groupe, ça fait 25 ans qu'elle travaille sur ces sujets. On a une franchise qui s'appelle H Parfait. Donc H Parfait, c'est H Perfect, mais c'est bien ne pas combattre contre les rides ou les stigmates plus de l'anti-âge. l'âge. Non, c'est l'âge parfait, mais ça fait 25 ans que ça existe. Et Jeanne Fonda était l'égérie, elle avait 60 ans, aujourd'hui elle en a 85 ans. Nous avons eu un certain nombre d'égéries. Alors après, c'est vrai que lorsqu'on interroge nos consommatrices, elles vont vous dire, Jeanne Fonda, c'est ma mère, c'est pas moi. Et quand on interroge aussi les consommatrices aujourd'hui, il y a un écart de 10 ans entre l'âge qu'elles se donnent, l'âge physiologique ressenti, et l'âge biologique. Voyez, et ça, ce qu'elles demandent, leurs besoins, c'est de la fraîcheur, c'est un coup d'éclat, c'est pas nécessairement de combattre les rides. Et pour certaines, malgré tout, parce que l'âge va donner des rides à certains endroits, vous paraître fatigué alors qu'elles ne se sentent pas fatiguées, faire apparaître des rides du lion qui vont vous donner un air sévère qu'elles ne souhaitent pas, là, elles vont vous demander une correction parce que c'est leur volonté. Et cela dépend aussi évidemment des cultures, mais aux États-Unis, si je vous donne un seul exemple, le jeunisme est effectivement une donnée, et pour trouver un emploi, il faut paraître jeune. Et la demande de nos seniors, de nos femmes seniors en particulier, c'est de ressembler, en tout cas c'est d'être les plus jeunes possibles. Et donc il y a des aspects culturels, et puis aussi il y a aussi une dichotomie entre finalement, et puis il y a beaucoup de seniors. La réalité, c'est que sous le terme générique de seniors, vous avez une grande variété, une grande diversité, et notre rôle en tant que leader de la beauté, c'est d'adresser cette diversité et cette personnalisation de la beauté. Et dans les stéréotypes qui touchent les seniors, et vous disiez, presque, c'est un mot fourre-tout, il y a des stéréotypes à l'intérieur des stéréotypes, parce qu'on a tendance à dire que les hommes mûrissent et que les femmes vieillissent, par exemple, Laetitia Vito. Et là, c'est un stéréotype dans le stéréotype qui va toucher effectivement les femmes d'âge mûr. C'est ça, l'agisme plus le sexisme, c'est du sexisme sous stéroïde. C'est du sexisme ultra puissant. Donc en fait, c'est vrai que c'est deux poids, deux mesures, hein. Rien que ces tempes grisonnantes qui, chez un homme, sont le signe d'un charme fou, voire d'une belle expérience qui fait qu'on va pouvoir vous faire davantage confiance, alors qu'on n'a jamais dit des tempes grisonnantes d'une femme que c'était quelque chose de positif. On dit, ah, c'est bien, elle assume ses cheveux blancs. Il faut assumer déjà. Donc pas du tout la même vision des choses. Et ça, on n'en sort pas encore. Il y a un mouvement très fort de revendication, d'envie de voir des femmes qui nous ressemblent. Il y a des femmes jeunes qui veulent voir des femmes plus âgées à l'écran, dans les films, dans les fictions, dans les publicités. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer très rapidement dans notre société, mais on n'y est pas encore du tout. Et pour l'instant, il y a encore ces deux standards qui font que l'âge est vécu beaucoup plus douloureusement par les femmes que par les hommes, dans le regard des autres, dans le regard d'elles-mêmes. Il y a, je suis toujours étonnée de le voir, des femmes extraordinairement féministes, des experts, des femmes puissantes, mais qui elles aussi tombent dans cette presque haine de leur corps, là où leurs homologues masculins ne sont pas du tout dans ce schéma-là. Et là, il y a cette espèce de dichotomie entre leurs valeurs, ce qu'elles revendiquent, ce qu'elles incarnent et ce qu'elles ressentent. Elles ne peuvent pas s'en empêcher, en quelque sorte. J'ai lu le très très beau livre là, tout récemment de la journaliste Marie Charel, Qui a peur des vieilles, qui nourrit de tout un tas d'exemples de notre culture. Voilà, pour aller plus loin, je vous invite à aller le lire. Il nous reste 1 minute. Je vous propose un petit tour de table final, et vraiment en une phrase. S'il y avait une mesure ou une bonne pratique pour davantage inclure les seniors dans l'entreprise ou la société, ce serait laquelle pour vous? On commence par qui? Blandine. Alors moi, je vous dirais, en tant que DRH, l'attelage intergénérationnel, c'est vraiment favoriser ce vivre ensemble, quelles que soient les générations. Mathieu Jacquet. Ce serait déjà de définir ce que c'est que senior, là, parce que on a l'impression qu'on est vieux à tout âge. Donc,
Pour les inclure mieux, il faudrait mieux les connaître déjà. Et donc, à essayer d'écouter. Je pense que c'est l'intérêt du Club Landois aussi, hein, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, d'essayer de mieux les comprendre. Parce qu'il y a une telle diversité là-dedans. Désolé, ça fait une longue phrase. Il y a une telle diversité dans cette moitié des Français, Françaises qui a plus de 50 ans, qu'il faut déjà mieux les comprendre pour mieux les représenter. Laetitia? Lutter contre cet adéquationnisme qui fait que, en plus, le sexisme s'aggrave avec l'âge et les inégalités femmes-hommes sont d'autant plus fortes que vous montez dans les classes d'âge. Et donc, pour les entreprises, l'enjeu, ça va être, par exemple, de cibler ces femmes plus âgées qui sont très fortement pénalisées sur le monde du travail. Très concrètement, c'est des entreprises, par exemple, qui mettent en place des programmes, les Américains appellent ça les returnship programs, des programmes de retour. Donc, c'est pour viser ces femmes qui ont eu quelques années à temps partiel, par exemple, ou bien qui se sont arrêtés pour s'occuper d'enfants ou de personnes âgées, et qui sont parfois très diplômés, qui vont revenir et qu'on va accompagner, coacher, mentorer, valoriser, offrir des perspectives de carrière extraordinaires, avec des perspectives de montée dans la hiérarchie, pour pas rester cantonné à un poste nul parce qu'on a été 10 ans un petit peu mis en retrait. Merci. Et je dirais, pour terminer aussi, parce que vous m'y faites penser, je citerai Jeanne Moreau qui disait « En tant que femme, c'est la peur de vieillir qui abîme l'âge plus que l'âge lui-même ». Très belle citation pour terminer cette table ronde sur les stéréotypes. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous